Bienvenue dans ce nouveau format Regard croisé qui questionne une technologie ou une application de l'écosystème blockchain et crypto. Aujourd'hui, je reçois Manuel Valente de CoinHouse et Sosten pour discuter de l'intérêt du Lightning Network. L'un après l'autre, ils nous livreront leur point de vue et nous confieront leur position pour ou contre le Lightning Network. Sur ce premier épisode, la grille de lecture se fera en deux temps puisque le sujet peut être un peu complexe. Manuel nous expliquera son point de vue de manière vulgarisée et Sosten, lui, rentrera un peu plus dans les détails techniques. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Manuel, on commence avec toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Manuel Valente, je suis directeur analyse et recherche chez CoinHouse, anciennement connu comme la maison du Bitcoin. On est très fiers d'être un acteur pionnier de l'écosystème des crypto-monnaies français et d'avoir déblayé beaucoup de choses, et notamment au niveau de la régulation. C'est vrai que vous êtes quand même une référence sur le territoire français et c'est d'ailleurs toi, Manuel, qu'on voit beaucoup dans les articles de la presse traditionnelle quand il faut parler Bitcoin. Si on se voit aujourd'hui, c'est pour parler Lightning Network. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, l'une des problématiques qui ont été identifiées à partir de 2016 sur le réseau Bitcoin, c'est une problématique de scaling. C'est-à-dire que le réseau Bitcoin ne permet pas de traiter plus de quelque chose comme 7 ou 8 transactions par seconde. Et malheureusement, bah, si on veut que Bitcoin se développe comme un moyen de paiement utilisable au quotidien, bah, 7 ou 8 transactions par seconde, c'est vraiment pas suffisant quand on voit que Visa, c'est plusieurs centaines de milliers, qu'il est capable de supporter. Alors cette limitation de 7 transactions par seconde, elle tient au protocole, elle tient à la façon dont les blocs de transactions sont construits et pour l'instant, elle ne sera pas a priori remise en question. Même s'il y a eu des tentatives, notamment Bitcoin Cash, à l'époque en 2017, était une tentative pour résoudre la problématique du scaling en augmentant la taille des blocs, sans vouloir être trop technique. Alors, l'autre solution, qui consiste à ne pas vouloir augmenter la taille des blocs, c'est de dire: «Bah, si on veut, avoir plus de transactions, mais qu'on ne veut pas augmenter la taille des blocs, le seul moyen, c'est de faire des transactions qui ne passent pas directement sur la blockchain». Alors comment on fait? Eh bien, bah, on va créer un sous-réseau, un réseau secondaire et sur ce réseau, on va pouvoir, avoir des règles qui sont différentes du réseau principal. Et sur ce réseau, ben, on pourra créer des canaux, ce sont les fameux canaux du Lightning Network, dans lesquels on pourra faire passer un nombre à peu près infini de transactions, ce qui résoudra le problème de scalabilité du Bitcoin. Voilà l'idée fondamentale de Lightning Network. Super, merci pour cette présentation. Et toi, la toute première fois que tu as entendu parler du Lightning Network, c'était quand et comment? Bah, en suivant les news au quotidien et en regardant bah, en 2016, à partir de 2016-2017, l'énorme débat qu'il y a eu à l'intérieur de la communauté Bitcoin. Au départ, ça a commencé relativement gentiment avec des gens qui faisaient des propositions techniques et avec des discussions relativement raisonnables. Et puis peu à peu, on a vu les discussions s'envenimer à partir de début 2017 jusqu'à ce qu'on aboutisse à ce schisme de la communauté qui a abouti à la création de Bitcoin Cash. Donc, nous, on a assisté ça d'abord avec de l'intérêt, en analysant, techniquement les différentes propositions qu'il pouvait y avoir avec leurs avantages et les inconvénients et de plus en plus avec de la peine et avec de la tristesse quand on s'est rendu compte que, tout ça, ça dégénérait en pugilat et que, les arguments devenaient de plus en plus, basiques et qu'au final, on n'a pas pu aboutir à une réconciliation, ce qui représente quand même au final un gâchis de technologie et de travail de beaucoup de gens. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'expérimenter, ce LN, comme on dit, de mettre les mains dans le cambouis? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait avec? Alors, on a installé des portefeuilles, Lightning Network. Ça fonctionne, c'est-à-dire on est capable de recevoir et d'envoyer des transactions et à l'époque où on avait encore notre comptoir physique à la maison du Bitcoin, on avait installé un portefeuille qui permettait de recevoir des paiements en Lightning Network, notamment par exemple pour des livres ou des objets comme ça qu'on pouvait vendre sur place. Ça marchait bien, mais malgré tout, bah, et c'est une des problématiques fondamentales encore aujourd'hui, je pense, du Lightning Network, bah, il n'y avait pas beaucoup d'usage et il n'y avait pas beaucoup d'intérêt.
Avant d'aller un petit peu plus loin sur ton avis sur le Lightning Network, même si on va pas le cacher plus longtemps à nos auditeurs, toi tu es plutôt contre, ou en tout cas tu as pas mal de réserves. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne dans les détails? Est-ce que tu peux ouvrir la machine, mettre les mains dans le cambouis et nous dire quels sont les prérequis pour utiliser le Lightning Network, s'il te plaît? Ouais, donc l'idée du Lightning Network, d'un point de vue technique, est la suivante. Je prends 2 personnes, ces 2 personnes qui ont besoin de s'échanger relativement fréquemment des bitcoins et ces 2 personnes, elles vont créer un canal l'une avec l'autre. Ce canal, c'est, donc en fait, c'est un canal de communication à l'intérieur duquel on va pouvoir effectuer des transactions. La particularité de ces transactions, c'est que, mettons, on va prendre 5 bitcoins pour, les 2 personnes qui veulent créer un canal. À l'intérieur de ce nouveau canal, il y aura 10 bitcoins et à partir de là, à partir du moment où on a créé ce canal dans lequel il y a 10 bitcoins, ces 2 personnes ou ces 2 entités, ces 2 entreprises vont pouvoir se faire autant de transactions qu'ils le souhaitent, avec ces 10 bitcoins. Donc l'avantage fondamental, c'est que, bah, je vais pouvoir faire des centaines, des milliers de transactions et ces transactions n'existent pas sur la blockchain. Elles n'existent qu'à l'intérieur du canal que ces 2 entités ou ces 2 individus auront créé. Donc c'est ça l'avantage fondamental, c'est qu'on n'encombre pas la blockchain principale avec l'ensemble de ces transactions, mais que, on est capable donc du coup de faire des transactions relativement, sécurisées. Lorsque ces 2 personnes ou ces 2 entités n'ont plus besoin de s'échanger ces fonds, eh bien, elles sont capables de fermer le canal et donc de rapatrier ces bitcoins sur la blockchain principale. Donc du coup, au total, on aura fait 4 transactions sur la blockchain, 2 pour la création du canal et 2 pour sa fermeture. Et tant que le canal est ouvert, on est capable de faire des centaines ou des milliers de transactions. Donc voilà l'avantage fondamental. Donc bien entendu, ça ne s'arrête pas là puisque, le Lightning Network, réseau comme son nom l'indique, implique que les canaux ont la possibilité de communiquer les uns avec les autres. Donc même si j'ai pas un canal avec, une personne à qui je veux envoyer des bitcoins, c'est pas un problème à partir du moment où, je peux, voyager à travers un réseau de canaux sur le Lightning Network jusqu'à pouvoir envoyer à cette personne un paiement et voilà comment ça peut fonctionner. Est-ce que tu sais combien il y a de Bitcoin sur le Lightning Network? Parce que on l'a beaucoup fait passer cet été, ce petit pic envers le Lightning Network de la part de ceux qui utilisent les Bitcoins tokenisés sur Ethereum. On voyait qu'il y avait beaucoup plus, notamment de wrapped BTC sur la blockchain Ethereum pour utiliser les infrastructures de la DeFi par exemple, que de Bitcoin dans le Lightning Network. Est-ce que c'est comparable ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors c'est 2 choses, alors c'est différent dans la mesure où, alors certes effectivement beaucoup de gens du monde de la DeFi se vantent, d'avoir, explosé les chiffres qu'on peut trouver sur le Lightning Network. Je crois qu'il y a 1 mois ou 2, on avait plus de 10 fois le montant en bitcoin sur, l'univers DeFi plutôt que sur le Lightning Network. Mais effectivement, comme tu dis, c'est pas exactement la même chose. Si je considère, des produits comme WBTC, aujourd'hui WBTC, c'est, l'actif sur la blockchain Ethereum qui est le plus connu et le plus utilisé pour représenter du bitcoin. Bah, WBTC, il y a quand même une problématique qui est une problématique relativement forte de centralisation. C'est-à-dire, WBTC, ça fonctionne un petit peu comme USDT, comme le produit Tether, c'est-à-dire que j'ai un acteur centralisé qui est capable de stocker des dollars américains pour les Tether, des bitcoins pour WBTC et qui, en échange, est capable d'émettre des tokens ERC20 sur la blockchain Ethereum qui représentent, ce sous-jacent. Donc, un token Tether vaut 1 dollar parce que l'entreprise a 1 dollar en stock, dans une banque. Un WBTC vaut 1 BTC parce que l'entreprise doit avoir un BTC quelque part à l'intérieur d'un portefeuille. Donc tout ça, cela implique bien entendu qu'il faut une part de confiance dans l'entreprise qui a émis cet actif, et que, bah, ça implique bien évidemment qu'il y a une part de centralisation. Et cette centralisation du coup, diminue la décentralisation de l'ensemble du système. Au contraire, le Lightning Network n'a pas ce genre de problématique puisque on reste, décentralisé, puisque chaque, créateur de canal, n'importe qui peut en devenir un. Je ne suis pas
forcé de passer par un canal ou un autre lorsque je fais une transaction sur le Lightning Network. Donc, au niveau de la décentralisation, bien entendu, le Lightning Network a un très clair avantage par rapport aux solutions type WBTC. À l'inverse, l'avantage fondamental et ce qui clairement justifie son succès, de WBTC, c'est de permettre d'accéder immédiatement à l'ensemble des services de la DeFi, tout ce qui va être yield farming, tout ce qui va être, investissement de ces actifs dans le monde de la finance décentralisée, ce que ne permet pas du tout aujourd'hui le Lightning Network. Parmi les problématiques qui sont identifiées dans le Lightning Network, il y a potentiellement une problématique liée à la liquidité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, savoir d'où vient cette problématique? Est-ce qu'elle a un fondement réel? La problématique fondamentale, c'est que si j'ai, quelqu'un sur le Lightning Network et que je veux lui envoyer des fonds, eh bien, je suis obligé de passer par un canal qui va, recevoir mes fonds, qui va les déplacer toujours à l'intérieur de ce canal, qui va ensuite les renvoyer vers un autre canal et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je vais passer par 7, 8, 10 canaux et cetera. Pour que ma transaction puisse aboutir, il faut que l'ensemble de ces 8, 9 ou 10 canaux par lesquels je fais passer ma transaction ait suffisamment de liquidité pour que, elle puisse être acceptée. Et ça, c'est loin d'être évident parce qu'il y a énormément de canaux encore aujourd'hui sur le Lightning Network qui ont très, très peu de liquidité, de l'ordre d'1 dixième de bitcoin. Bah, voilà, si je veux passer une transaction de 1 bitcoin, ça va être relativement difficile, on dit de la router à travers le réseau Lightning Network parce que j'aurais pas forcément, je trouverai pas forcément les canaux qui seront disponibles pour que je puisse faire passer ma transaction. Donc c'est ça le problème de la liquidité sur le Lightning Network et qui existe aujourd'hui très, très fortement, je pense. Ok, merci. Alors maintenant qu'on a balayé suffisamment le fonctionnement et l'intérêt du Lightning Network, rentrons dans ce qui fait l'essence de ce podcast, ta position. Est-ce que tu es plutôt pour ou contre le Lightning Network? Ou en tout cas, est-ce que tu vois plus d'avantages que d'inconvénients à utiliser le Lightning Network? Alors je te répondrai d'une façon un tout petit peu différente qui est, est-ce que le Lightning Network est utile? Et aujourd'hui, moi je pense que le Lightning Network n'est pas utile. Pour une raison fondamentale, c'est que, aujourd'hui et on peut considérer que c'est malheureux, hein, aujourd'hui le bitcoin n'est pas utilisé comme moyen de paiement. Alors, aujourd'hui, le bitcoin est fondamentalement utilisé et je sais parce que je le vois vraiment au quotidien, à travers les clients de CoinHouse. Le bitcoin est utilisé comme un vecteur d'investissement, comme éventuellement un produit de spéculation, mais n'est absolument pas utilisé ou alors dans des cas extrêmement rares comme moyen de paiement. On a l'impression que pour le moment, au moins en Europe, parce que, bah, on a pu voir les cas notamment au Venezuela ou, en Argentine ou dans des pays où la monnaie pose véritablement problème. Mais au moins en Europe, on a l'impression que les gens se satisfont extrêmement bien des moyens de paiement existants, que ce soit la carte bleue, les virements bancaires, PayPal ou autres et cetera. Et que pour l'instant, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas l'utilité d'utiliser le bitcoin comme moyen de paiement. Or, le Lightning Network a été créé justement pour étendre la façon dont on utilise le bitcoin pour effectuer des paiements. Et notamment, on en parlait beaucoup au tout début, pour effectuer ce qu'on appelait des micro-paiements, où je vais pouvoir utiliser le Lightning Network pour effectuer un paiement de quelques centimes d'euros avec des commissions extrêmement faibles, etc., etc. Bah, on a l'impression que pour l'instant, il n'y a pas ce besoin. Il n'y a pas un besoin pour utiliser, ce moyen de paiement qui serait rapide, qui serait pas cher, qui serait, décentralisé, d'accord? Que pour l'instant, le besoin fondamental et la raison fondamentale pour laquelle les gens approchent le bitcoin et les autres cryptoactifs en général, c'est surtout un vecteur d'investissement et que du coup, bah, le Lightning Network n'a pas d'intérêt en termes d'investissement. Sinon, bah, oui, pourquoi pas? Oui, c'est un produit qui est intéressant, qui peut fonctionner malgré les quelques problématiques techniques et les quelques problématiques de sécurité qu'on peut y trouver, mais pour l'instant qui n'a pas un intérêt fondamentalement énorme. Un petit mot sur ces problématiques techniques et sécuritaires que tu viens d'évoquer? Alors, sans vouloir trop rentrer dans les détails, on a des problématiques notamment de fermeture des canaux où on n'a pas forcément toujours,
Si j'ouvre un canal avec quelqu'un, j'ai pas forcément, la connaissance du moment où je pourrais fermer ce canal si l'autre personne en face ne souhaite pas le fermer en même temps. Ça, c'est une problématique. Il y avait, des risques, éventuellement de vol de fonds à l'intérieur des canaux, mais ça, je crois que ça a été depuis corrigé. Il y a également des problématiques au niveau de la, vie privée, c'est-à-dire si on a une entité qui commence à créer un nombre extrêmement important de canaux sur le Lightning Network, et bien, elle aura une probabilité qui sera relativement importante que les gens se connectent quasiment exclusivement sur ses propres canaux, ce qui implique que, je peux connaître les adresses IP des gens qui utilisent les canaux en question. Heu donc du coup, je réduis fortement l'aspect vie privée, que les gens peuvent utiliser sur le réseau. Voilà, en gros, les problématiques qu'on peut voir aujourd'hui. Dans un précédent podcast où on a échangé avec Yorick de Montbine sur la place de Bitcoin, il l'identifiait comme étant une réserve de valeur, puisque c'était par définition, ou en tout cas d'après sa définition, par là que devait passer toute monnaie. Est-ce que le jour où Bitcoin devient une monnaie, à ce moment-là, le Lightning Network serait là où l'une des solutions les plus viables pour faire fonctionner ce réseau à grande échelle? Bien sûr, oui. Encore une fois, si on en revient à la problématique initiale, qui est que, le réseau Bitcoin supporte, allez, on va dire 7 transactions par seconde à peu près. Bah, effectivement, si ça devient une monnaie qu'on utilise au quotidien pour payer un café, pour payer, une baguette ou quoi que ce soit, 7 transactions par seconde pour l'ensemble du monde entier, ça va pas le faire du tout. Donc là, on aura très clairement besoin de solutions de scalabilité et là, on aura clairement besoin du Lightning Network. On pourrait éventuellement le combiner à d'autres approches. Par exemple, on pourrait éventuellement considérer de revoir, Anathème, qui est l'augmentation de la taille des blocs, en gardant à l'esprit, par exemple, que, lorsque le réseau a été construit en 2009, bah, les réseaux, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on pourrait probablement, être capable de synchroniser le réseau en moins de 10 minutes, en transférant un peu plus qu'1 mégaoctet toutes les 10 minutes. Donc on pourrait combiner les deux approches pour pouvoir scaler le réseau. Ce qui est intéressant, c'est que cette problématique se produit également très, très fortement sur la blockchain Ethereum à l'heure actuelle et Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, a dit que, la l'Ethereum 2.0 sur lequel, les efforts en développement aujourd'hui sont les plus actifs, lui aussi, il cherche à résoudre la problématique de scalabilité. Donc, on s'aperçoit vraiment que oui, si on veut que ces réseaux se développent et si un jour ils sont utilisés pour effectuer des paiements au quotidien, il faut résoudre cette problématique et le Lightning Network, bien sûr, serait une alternative intéressante. Concrètement, là, quand tu parles de payer son café avec le Lightning Network, comment ça marche? Est-ce qu'il faut que je paie mon café avec mon portefeuille LN en créant un canal avec le commerçant ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de ça pour que je puisse le payer et le déguster avant qu'il soit froid? Non, il suffit que le portefeuille sur mon téléphone soit connecté à n'importe quel canal pour que la transaction soit ensuite, envoyée d'un canal à un autre jusqu'au portefeuille du commerçant. Et un des avantages également, et ça c'est un avantage fondamental du Lightning Network, c'est que, on n'est pas obligé d'attendre les 10 minutes d'une confirmation sur le réseau Bitcoin. 10 minutes, voire davantage, en fonction de la saturation et du hasard de la création des blocs. Donc, et ça, c'est super pratique parce que, bah, du coup, une transaction sur Lightning Network, elle va être à peu près, instantanée et là, du coup, je peux boire mon café avant qu'il soit froid, sans devoir attendre les 10 minutes d'une confirmation. Je parle d'expérience malheureusement. Quelle horreur, un café froid. Et on est d'accord que s'il y a un bug sur le Lightning Network, ça n'impacte pas le réseau principal Bitcoin. Non. Au pire, ce qui pourrait se passer, c'est que, les bitcoins qui ont été extraits de la blockchain principale, n'y retournent pas. OK, bah, ils sont perdus, et ils sont, définitivement, détruits. Mais sinon non, ça peut avoir aucun impact. Par contre, voilà, alors on parlait des critiques qu'on peut faire au Lightning Network. Il y a aussi la critique qui dit, bah, ces transactions effectivement n'apparaissent pas sur la blockchain. Alors
une des choses qui peut se passer également, c'est si les 2 machines des 2 membres d'un canal tombent en panne en même temps et que, leurs disques durs disparaissent, OK, c'est hautement improbable, mais ça pourrait arriver. Bah, l'intégralité de toutes les transactions qui sont passées à l'intérieur de ce canal n'existe plus et le concept même de blockchain a été créé pour que ce genre de choses ne puisse pas se produire. La blockchain, elle est suffisamment répliquée et l'ensemble de ces transactions sont enregistrées de façon complètement, répliquée sur des dizaines de milliers de machines pour empêcher justement que une ou plusieurs machines particulières puissent avoir un impact et sur lesquelles les transactions disparaissent. Donc du coup, voilà, certaines personnes te diront bien évidemment que, le Lightning Network ne respecte pas cette logique et cette cohérence de la blockchain principale, mais c'est aussi ça, bien évidemment, qui lui permet de scaler. Dernière question pour conclure notre échange et cette première partie du podcast, Manuel. Qu'est-ce que tu penses des autres solutions comme Liquid et toutes les autres globalement qui essayent de résoudre cette problématique-là? Alors, pourquoi pas? Je veux dire, du code et des développements, on en a toujours besoin. Des gens qui travaillent sur ce genre de questions, bien sûr, il faut continuer à bosser en ce sens. Le problème de la scalabilité des réseaux publics, de type blockchain, bien entendu, il existe et il faut absolument qu'on essaie de trouver des parades et qu'il faut qu'on trouve des moyens de résoudre ce problème de scalabilité si tant il comme on l'espère tous, le système commence à être utilisé, de plus en plus fréquemment et au quotidien. Donc on a clairement besoin de nouvelles approches et aussi, c'est une très bonne chose qu'il y ait des alternatives au Lightning Network parce que ça permet du coup d'avoir, une concurrence intéressante. Voilà, si Lightning Network ne continue pas son développement, bah, les autres projets, ils le continueront et ils le dépasseront et bah, voilà, on a besoin de cette concurrence de la même façon qu'on a besoin de la concurrence entre différents réseaux blockchain et que la plus efficace et celle qui scale le mieux, ce soit celle qui se développe le plus. Super, merci beaucoup Manuel. Alors finalement, t'es pas tant contre le Lightning Network que ça en tant que tel, mais peut-être plus contre son utilisation aujourd'hui. On poursuit ce format avec Sosten qui rentrera lui un peu plus dans les détails, accrochez-vous, et qui nous donnera donc son avis 100% ou en tout cas 90% pour le Lightning Network et pour l'utiliser aujourd'hui. Sosten, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour tout le monde, voilà, je m'appelle Sosten, je fais, I do Bitcoin things. Voilà, je suis principalement, comment dire, connu pour, du matériel éducatif en fait voilà, que je produis depuis 2 ans à peu près. Donc j'ai fait des tutos en français, notamment sur, l'installation des nodes Bitcoin, la gestion des nodes Bitcoin. J'ai pas un profil technique au départ, je me suis mis à la technique très tard, en fait. Je me suis mis, à la technique il y a 2 ans, à peu près 2 ans et demi. J'ai quitté mon travail qui n'avait absolument rien à voir avec Bitcoin, et de fil en aiguille, voilà, je me retrouve à je me retrouve à faire de plus en plus de développement et à apprendre tout ça et tout ce que je sais en fait, tout ce que je sais aujourd'hui, en développement. Alors, je pense que tu as eu un petit bug de micro en développement, je pense que tu voulais dire. Si on te reçoit aujourd'hui sans surprise, c'est pour parler Lightning Network. Alors, même question qu'avec Manuel, comment tu l'as découvert? Le Lightning Network, je l'ai découvert en 2018, parce qu'à l'époque, alors en 2015, moi je m'intéresse à Bitcoin depuis à peu près 2014, mais ça a été, progressif. Disons que j'étais encore assez loin, au moment du plus chaud du débat de 2016-2017. Je regardais encore, ça pas mal en spectateur. Du coup, Lightning Network, alors j'en ai entendu parler probablement en 2017, un peu comme tout le monde, sans y prêter forcément plus attention que ça. En revanche, je l'ai essayé assez tôt, en fait, avec d'autres amis bitcoiners. Dès qu'il y a eu les bêtas sur le mainnet, je me souviens, on s'était réunis et puis on avait essayé d'installer. Alors à l'époque, on avait essayé C Lightning et LND. On n'avait pas essayé Eclair, je crois, c'était le seul. Et voilà, on avait un petit peu joué avec, on avait pas mal galéré d'ailleurs. Après, j'ai eu un node LND assez longtemps chez moi. Donc voilà, à partir de, on va dire, début 2018,
Et ça a été, j'ai pas été tellement dans le débat théorique. Au début, ça a été tout de suite assez pratique. Et voilà, je trouvais ça intéressant et intéressant d'essayer en tout cas. Donc voilà, c'est comme ça que c'est mon histoire avec Lightning, on va dire. Alors les auditeurs sont prévenus, on sait que dans cette seconde partie, ça sera un petit peu plus technique, mais est-ce que tu peux définir des éléments de langage que tu as utilisés ou que tu vas utiliser pour qu'on puisse être à peu près tous à jour, s'il te plaît? D'accord. Alors, un nœud, quand on parle de Lightning, bah, c'est le client. Donc, il y en a trois. Alors, il y en a un peu plus que trois, mais il y en a trois qui sont, on va dire, utilisables vraiment aujourd'hui. Éclair, LND et C-Lightning. Alors, c'est vrai que voilà, j'ai utilisé ces noms comme ça, mais j'aurais peut-être dû expliquer. Donc, ce sont les trois implémentations de Lightning qui aujourd'hui sont à peu près matures et à peu près utilisables sur le mainnet. Et du coup, quand on a un nœud Lightning, alors en fait, ça veut souvent dire qu'on a un nœud Bitcoin parce que Lightning vient se rajouter par-dessus Bitcoin. C'est pas évident d'avoir un nœud Lightning sans avoir un nœud Bitcoin, alors au moins sur la même machine ou peut-être sur le même réseau local au moins, mais voilà. Et du coup, quand on a un nœud, alors je pense qu'il y a des wallets aujourd'hui, enfin je sais pas, je pense, je suis sûr, il y a des wallets Lightning qui sont ce qu'on appelle custodiaux, donc ce ne sont pas des nodes Lightning, c'est-à-dire que toute l'infrastructure, tout ce que je viens de dire, le fait d'avoir un nœud Bitcoin, le fait d'avoir un client Lightning par-dessus, c'est géré par un prestataire, donc c'est un tiers voilà, qui a ses nœuds Bitcoin, qui a son implémentation de Lightning, peu importe s'il utilise une des trois. Et lui, ce qu'il fait, bah, c'est simplement, il vous dit, voilà, vous avez tant de Bitcoin, vous pouvez payer donc quelqu'un d'autre ou recevoir des paiements, mais les Bitcoins, ils sont ce qu'on appelle custodiaux, ils sont en garde, en fait, en dépôt chez un prestataire. Donc quand je dis que j'ai un node Lightning, c'est différent de ça, c'est-à-dire que j'avais vraiment un node Lightning avec ses propres clés privées, donc voilà, j'avais le contrôle. Ce node, il peut être, alors j'ai un peu tout essayé, je l'ai eu chez moi, sur une machine voilà, que j'avais chez moi, je l'ai eu voilà, dans le cloud, dans un VPS tout simplement, que j'avais loué à une époque, donc j'ai un peu testé tout ça. Voilà. Avant de confronter ton point de vue avec celui de Manuel et de creuser un petit peu dans la technique encore, j'aimerais avoir ton point de vue justement sur l'évolution du Layer 1 et du Layer 2, du Layer 2. Je le fais en anglais, je me mouille. Comment tu vois les deux chaînes évoluer l'une et l'autre ou toutes celles qui peuvent se superposer avec les technologies qui vont avec dessus? Ok, alors vaste question. Donc pour déjà effectivement pour resituer les choses, alors quand je parle de Layer 1, c'est pas tellement que je suis plus friand de Layer 1, c'est que disons que ce que je connais le mieux, c'est le Layer 1, on va plutôt le mettre comme ça. Il y a une espèce de compartiment, je trouve qu'il y a un peu de compartimentation, je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est, je pense, quasiment impossible à la fois d'être très pointu sur le Layer 1 et sur le Layer 2, donc Lightning en l'occurrence. Donc les gens ont tendance à se spécialiser, c'est normal. En fait, même à l'intérieur de Bitcoin, même quand on dit Layer 1, c'est déjà beaucoup trop vaste. En général, les gens vont se spécialiser sur des domaines plus précis. Donc le Layer 1, c'est Bitcoin. C'est ben voilà, c'est Bitcoin. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Bitcoin, ça va peut-être être, c'est peut-être pas l'objet non plus d'expliquer là, ça risque de faire exploser le compteur de l'épisode. Et en fait, la logique de quand on dit Layer 1, Layer 2, c'est que on va utiliser Bitcoin comme une infrastructure pour rajouter en fait un protocole par-dessus qui n'est pas Bitcoin, qui est en quelque sorte indépendant, alors qui est indépendant, mais tout en étant dépendant de Bitcoin. Alors je sais, c'est un peu je réfléchis comment je peux expliquer ça plus clairement. Alors en général, l'exemple qu'on donne, c'est la stack HTTP/IP quand on parle d'Internet, tout ça, mais je pense que pour Monsieur Tout le Monde, c'est pas forcément beaucoup plus parlant. Mais on peut raisonner simplement en termes d'infrastructure, hein, très grossièrement, c'est-à-dire si vous avez Bitcoin, c'est comme des fondations, donc il faut que ce soit solide, il faut que ce soit sûr. Et si vos fondations sont sûres, bah, vous pouvez construire des choses différentes, des choses plus utiles, peut-être plus légères, plus aériennes, voilà, par-dessus. Donc c'est un peu comme construire une maison. Et
c'est tout l'intérêt justement d'avoir cette construction, cette logique en layer plutôt que parce qu'il y a une approche aussi qui est différente, c'est d'essayer de tout faire en layer 1. Donc c'était un des points du grand débat de la scalabilité entre 2015 et 2017. C'était en gros ceux qui voulaient une approche par layer contre ceux qui voulaient tout faire sur le layer 1. Et du coup, quand on est partisan, on va dire, enfin partisan, le mot n'est pas forcément bien choisi, on n'est pas dans un parti politique, mais quand on pense que l'approche par layer est la bonne approche pour faire scaler Bitcoin, Lightning Network est une façon de rajouter des layers, de faire scaler Bitcoin avec des layers. Mais bon, il y en a d'autres. Ok. Alors, quelles sont là ou les problématiques pour toi que tente de résoudre le Lightning Network? Alors, la problématique, la justification de base du Lightning Network, c'est la scalabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça remonte très 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 loin. Il y a une préhistoire du Lightning Network qui s'étale de Satoshi Nakamoto, en fait, jusqu'à ce qu'on ait un papier, enfin le papier de Poon et Drija, je crois, j'oublie tout le temps leur nom, en 2015, qui s'appelle vraiment Lightning Network et qui pose les jalons de ce qui est devenu Lightning Network aujourd'hui avec ses implémentations. Mais c'est une idée qui court depuis au moins Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto avait prévu un système de canaux de paiement dans Bitcoin, sauf que ça ne marchait pas du tout. C'était pas du tout sûr, donc ça n'a jamais été utilisé. En tout cas, jamais utilisé pour faire des. Ce qui est intéressant, c'est que ces champs qu'il avait rajoutés et qu'on ne peut pas utiliser pour faire des canaux de paiement, on les a réutilisés après d'autres façons différentes. Donc, en fait, c'est utilisé dans Lightning aussi, mais bref. Après, il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de développements entre 2010 et 2015. Il y a eu plusieurs propositions pour essayer de faire des canaux de paiement. Alors, des canaux de paiement qui, au début, étaient unidirectionnels, c'est-à-dire qu'on pouvait ouvrir un canal de A vers B, et puis on pouvait payer. Il n'y avait que A qui pouvait payer B, B ne pouvait pas payer A. Puis après, il y a eu des propositions pour faire des canaux bidirectionnels. Puis après, il y a eu des propositions pour les premiers canaux de paiement, c'était des canaux qui étaient limités dans le temps, c'est-à-dire quand on les ouvre, ils avaient une date limite de consommation. On savait qu'arrivé à tel bloc ou au bout d'1 mois ou 2 mois, il serait fermé et on ne pouvait rien y faire. Et ce que Lightning a apporté, et c'est pour ça que Lightning a été vraiment développé, implémenté, et pas toutes ces propositions de canaux de paiement que je viens d'évoquer à l'instant, c'est que Lightning, c'est la première proposition qui arrivait à faire à la fois des canaux bidirectionnels, des canaux qui étaient illimités dans le temps, donc que potentiellement on peut laisser ouvert un temps indéterminé. Et aussi, et c'est extrêmement important, mais c'est aussi ce qui est un petit peu délicat dans Lightning, c'est le fait de pouvoir chaîner les paiements, parce que les propositions de canaux de paiement qu'on avait avant, c'était des canaux un à un. On ne pouvait pas, alors c'est ce qu'on dit parfois quand on présente Lightning, c'est il y a Alice, Bob et Carol, c'est les noms, les prénoms qu'on emploie un petit peu de façon générique pour désigner des utilisateurs. Si Alice ouvrait un canal avec Bob et Bob ouvrait un canal avec Carol, mais que Alice n'avait pas ouvert de canal avec Carol, dans les vieux canaux de paiement, les anciennes propositions de canaux de paiement, c'était pas possible de payer, Alice ne pouvait pas payer Carol. Et ce que Lightning apporte aussi, c'est la possibilité d'avoir cette, je ne trouve pas le mot, mais cette transmissibilité, cette possibilité de chaîner des paiements, que Alice paye Bob et que Bob paye Carol, et que comme de cette façon, Alice puisse payer Carol sans avoir de canal ouvert directement avec elle. Pour résumer la problématique, et qui était déjà vue par Satoshi Nakamoto à l'époque, c'est que Bitcoin ne scale pas. Peut-être que c'est le mot que là j'aurais dû utiliser à l'instant, c'est que Bitcoin a un problème fondamental de scalabilité. Scalabilité dans le sens, alors en français on a une traduction qui est pas très jolie et pas très utilisée, c'est passage à l'échelle ou mise à l'échelle, enfin, je ne sais plus un des deux, mais personne ne dit ça de toute façon. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire plus d'un certain nombre de paiements à un instant T, donc canoniquement, alors même si c'est basé sur des hypothèses, voilà, mais le chiffre que tout le monde retient, que tout le monde avance, c'est que en gros, on ne peut pas faire plus de 7 paiements par seconde sur le réseau Bitcoin, donc bon, c'est à peu près ça. Ça a dû évoluer un peu depuis Segwit, peut-être que maintenant on en fait un petit peu plus, mais de toute façon, on est plusieurs ordres de magnitude en dessous de ce qu'il faudrait si Bitcoin était utilisé pour des transactions courantes à l'échelle mondiale. Donc voilà, le problème de base, c'est ça, et Lightning est une proposition pour résoudre ce problème, voilà, de Bitcoin.
Alors maintenant, je vais te donner les arguments que Manuel a identifiés dans la première partie de ce podcast. L'idée, c'est de pouvoir confronter sa vision avec la tienne. C'est pas de savoir qui a raison et qui est plus fort, loin de là. La première interrogation, le premier droit de réserve de Manuel, c'est le Lightning Network n'est pas utile aujourd'hui parce que Bitcoin n'est pas encore utilisé comme monnaie. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors, je trouve que c'est un argument qui est assez intéressant parce qu'on s'est écharpé. Je veux dire, pendant 2 ans et demi, il y a eu quand même un débat extrêmement violent avec toute une partie de la communauté qui a fini par partir, par claquer la porte et faire leur propre fork et partir sur Bitcoin Cash. Et on nous a cassé les bonbons. Je suis désolé, hein, voilà, pendant 2 ans et demi sur mais il faut absolument que Bitcoin est aussi un moyen de paiement, il faut absolument que je puisse acheter mon café en Bitcoin. Tout ça pour, pour se retrouver avec entendre ça maintenant, ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire, mais je suis un peu en même temps, je pense qu'il y a il y a du vrai là-dedans. Je suis pas complètement en désaccord avec ça. Ça montre aussi que pourquoi Bitcoin Cash n'arrive pas à décoller. C'est que fondamentalement, Bitcoin Cash ne répond pas du coup à une attente des utilisateurs de Bitcoin. Ça explique pourquoi, avant même Bitcoin Cash, on avait eu d'autres forks de Bitcoin comme Litecoin, Dogecoin, qui finalement essayaient un petit peu de faire la même chose. C'était des clones de Bitcoin avec des règles un petit peu assouplies pour favoriser les paiements de petite valeur ou les paiements, disons, plus rapides. Alors Litecoin, c'est pas avec des blocs plus gros, mais c'est avec des blocs plus serrés. Les blocs arrivent plus rapidement. Dogecoin, je crois que c'est encore pire, enfin, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça ne marche pas. Bitcoin Cash, ça ne marche pas non plus. Et on dirait que voilà, maintenant, du coup, on découvre aujourd'hui que voilà, le moyen de paiement, en fait, Bitcoin, c'est un peu le débat réserve de valeur contre médium d'échange et que finalement, Bitcoin, c'était peut-être plus utilisé comme réserve de valeur que comme médium d'échange. Bon, c'est vrai. Après, ceci étant dit, je pense que l'intérêt de Lightning, alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on n'en a pas besoin. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'utilise pas beaucoup Bitcoin comme moyen de paiement, disons pour des transactions, en tout cas pour des transactions de petits montants ou des transactions fréquentes, mais que il y aurait des cas d'usage un jour, que ce serait voilà, utile un jour. Et dans ce cas-là, il vaut mieux quand même, vu le temps que ça prend de développer un réseau comme ça, je pense qu'il vaut mieux le développer quand on n'a pas besoin, plutôt que d'attendre le moment où, le moment où, voilà, on est au pied du mur et on a les cas d'usage, on a l'utilisation, puis on n'a rien pour la gérer. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, et ce qui, moi, me parle plus, mais bon, c'est très peut-être assez personnel, c'est que Lightning, c'est aussi une expérience très intéressante en termes de développement. Alors, je vais utiliser un mot un mot que j'aime pas beaucoup, mais je vais expliquer pourquoi. C'est surtout une expérience très intéressante en termes de smart contract. C'est une façon de prouver, de mon point de vue, hein, c'est un des intérêts majeurs que je trouve au Lightning Network, c'est que c'est probablement, alors peut-être que je vais dire ça, les éthéristes, à mon avis, vont hurler, me taper dessus, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que c'est l'expérience la plus aboutie de smart contracts qu'on ait aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Ça fait 2 ans et demi que ça tourne sur le mainnet avec du vrai argent dessus. Il y a eu des problèmes, il n'y a pas eu de problème catastrophique non plus. Ça marche, ça se développe doucement. C'est assez complexe. Donc voilà, fondamentalement, alors je disais, j'aime pas beaucoup le mot smart contract parce que je le trouve très connoté. Je le trouve non seulement très connoté, puis aussi très, comment dire, très inexact. Dans le cadre de Bitcoin, en tout cas, stricto sensu, on parle tout simplement de script. Donc, voilà, juste pour expliquer, en fait, Bitcoin embarque un langage de smart contract qui s'appelle script, tout simplement. Et la plupart des transactions Bitcoin, donc, ce sont des smart contracts très simples, c'est-à-dire montre-moi la signature qui se valide avec la clé publique qui est inscrite sur la blockchain et j'autorise la dépense. Donc ça, c'est le cas le plus courant. Puis on a après des smart contracts un petit peu plus, enfin des scripts, du coup des smart contracts écrits en script qui sont un petit peu plus compliqués avec des multi-signatures où on demande plusieurs signatures de plusieurs personnes différentes pour valider la transaction. Maintenant, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des time locks, c'est-à-dire des contrats où on ne peut pas dépenser les bitcoins avant une certaine date.
Ça peut être du temps absolu, ça peut être du temps relatif. On peut cumuler, en fait, tout ce que je viens d'expliquer. On peut écrire des scripts assez complexes en cumulant toutes ces conditions. Et en fait, Lightning, et c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre de vue, Lightning, fondamentalement, ça n'est que ça. Lightning, alors, il y a certains protocoles de messaging, un protocole de routing, de pathfinding, enfin, il y a plein d'aspects qui font que Lightning peut fonctionner, mais fondamentalement, ce sont des scripts Bitcoin, donc des transactions Bitcoin, avec des smart contracts qui sont un petit peu plus compliqués que ce qu'on trouve en général sur la chaîne, mais finalement pas tant que ça, mais c'est surtout les interactions entre voilà, tous ces smart contracts qui sont assez compliqués à gérer. Et il y a quelque chose d'un peu émergent aussi, je pense qu'il y a quelque chose aussi très expérimental. Il y a plein de choses qu'on maîtrise très mal sur Lightning aujourd'hui parce que tout simplement on n'a pas d'expérience de ça, mais petit à petit, là, avec le temps, on a déjà 2 ans et demi de recul, on commence à se rendre compte de certaines choses. Donc bon, voilà, j'en parlerai peut-être je développerai ça un petit peu plus tard si c'est utile. Du coup, voilà, je pense que c'est les deux raisons. Alors oui, c'est vrai, je veux dire, si effectivement on considère que, pour résumer, voilà, répondre à l'objection, si on considère que Bitcoin, c'est avant tout quelque chose qui est utilisé alors comme investissement, comme réserve de valeur, et pas pour payer, pas pour de la consommation, bah oui, effectivement, avoir un système comme Lightning, c'est peut-être pas très important, en tout cas à court terme. Mais d'une, c'est important de le développer maintenant, tant que justement, il y a pas trop de demande pour ça, et je pense que c'est bien qu'on le développe. Et deuxièmement, c'est extrêmement intéressant pour plein d'autres cas d'usage, parce qu'on avance sur notre compréhension des scripts Bitcoin et de tout ce qu'on peut faire avec les scripts Bitcoin grâce à Lightning. Deuxième problématique identifiée par Manuel, c'est la fermeture des canaux. Il nous dit, quand j'ouvre un canal avec une personne, je n'ai pas forcément la connaissance du moment où l'autre voudra bien le fermer, et c'est donc une problématique. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je pense doit y avoir un malentendu là-dessus parce que en fait, on sait gérer. Alors, c'est pas idéal, hein, il y a certainement des progrès à faire là-dessus, mais dans ce genre de cas, on sait le gérer. On fait ce qu'on appelle, alors selon les implémentations, un force clause ou un non-uncooperative closure, ou voilà, donc selon les implémentations, ça a des noms différents, mais l'idée, c'est qu'effectivement, si vous ouvrez un canal avec quelqu'un qui soit ne veut plus le fermer, soit disparaît. C'est le cas le plus fréquent, c'est que vous ouvrez un canal avec quelqu'un, puis son node n'est plus en ligne, puis il ne revient jamais en ligne. Ça arrive. Enfin, en général, vous ne savez pas avec qui vous avez ouvert un canal, donc il n'y a aucun moyen de savoir pourquoi il n'est plus en ligne, et il n'y a aucun moyen de savoir s'il reviendra en ligne un jour. Dans ce cas-là, effectivement, vous ne pouvez pas faire une fermeture coopérative, qui est la fermeture, disons, idéale dans le cadre de Lightning, c'est-à-dire où les deux nodes échangent, se mettent d'accord sur les fees, se mettent d'accord sur une transaction closure qui du coup va être plus rapide. En fait, quand vous faites une fermeture coopérative, comme vous vous mettez d'accord sur le fait que vous voulez fermer, vous pouvez faire une transaction ad hoc pour fermer. Donc c'est une transaction qui va vous payer chacun ce qui vous revient. Donc vous avez une balance sur votre canal. Alice a, je ne sais pas, 1 bitcoin, et Bob 2 bitcoins. Peut-être qu'ils n'avaient pas du tout mis ça en entrée, mais c'est pas important, il y a eu des paiements entre temps, et la balance finale, c'est ça. Et du coup, vous mettez d'accord, quand vous faites une fermeture coopérative, vous mettez d'accord sur voilà, l'état final de la balance, c'est ça, ok, tout le monde est d'accord. Du coup, on va faire une transaction de fermeture, une transaction qui va payer 1 bitcoin à Alice, 2 bitcoins à Bob. On regarde les fees sur la blockchain. Ok, bon, si on veut que ce soit validé rapidement, les fees c'est tant. On broadcast la transaction. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc ça, c'est le cas effectivement idéal. Je pense que alors, l'argument là qui est soulevé, c'est pas qu'on ne peut pas le fermer, c'est que ça pose des problèmes. En fait, effectivement, quand vous n'êtes pas dans ce cas idéal, vous êtes avec un partenaire qui est un pair qui est non coopératif ou absent, ou voilà. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous avez des transactions intermédiaires. À chaque fois qu'il y a une modification de balance sur votre canal, en fait, vous faites une transaction intermédiaire qui va être en fait signée par les deux parties, échangée et signée par les deux parties, et dans une version légèrement différente. C'est-à-dire que Alice, elle va conserver une transaction signée par Bob. Cette transaction paye immédiatement ce qui revient à la balance de Bob à Bob.
et paye à Alice, mais Alice ne peut pas prendre cet argent pendant, alors ça dépend des implémentations, mais pendant il y a un certain laps de temps pendant lequel elle ne va pas pouvoir récupérer son argent. Pourquoi il y a ce qu'on appelle un timeout, donc pourquoi vous avez ce délai comme ça, c'est pour éviter que Alice, un des gros problèmes sur Lightning qu'il avait fallu résoudre, c'est que quand vous avez plusieurs échanges sur le channel, la balance va être modifiée. Et du coup, vous avez potentiellement, peut-être que Alice, à un moment, elle a 0,5 Bitcoin, puis après, elle fait des paiements et elle arrive à un état où voilà, elle a que 0,2 Bitcoin, mais elle a toujours la transaction intermédiaire qui lui paye 0,5 Bitcoin. Comment vous empêchez Alice de broadcaster cette transaction sur la chaîne en disant bon voilà, j'ai 0,5 Bitcoin, alors qu'en fait elle en a que 0,2. Et du coup elle aurait effectivement volé Bob de 0,3 Bitcoin. Comment vous empêchez ça? Il y a un mécanisme de pénalité qui est un petit peu compliqué dans Lightning, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça que vous avez ce délai. C'est qu'en fait, si Alice essaye de broadcaster une transaction intermédiaire, soit elle broadcast le dernier état de la transaction, et dans ce cas-là, Bob, il peut rien faire. Enfin, Bob, il récupère son argent tout de suite, de toute façon. Puis Alice va devoir attendre une semaine ou 2 semaines, ou un jour ou 2 jours. Enfin, c'est quelque chose qui est paramétrable pour récupérer son argent. Soit Alice a essayé de tricher et elle a diffusé sur le réseau une ancienne version du canal qui lui paye plus. Alors en général, quand on essaie de tricher, on va broadcaster une transaction qui nous paye plus à soi parce que sinon c'est un peu... Bon, bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les transactions sont mises à jour, il y a ce qu'on appelle un système de révocation. Donc, encore une fois, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que Alice et Bob, quand ils mettent à jour leur canal, ils échangent un secret qui invalide en quelque sorte les états antérieurs du canal, et que si jamais un des deux essaye de diffuser cet état antérieur du canal sur la blockchain, l'autre dispose de ce secret qui lui permet en gros de récupérer tout l'argent qui se trouve sur le canal. Donc, c'est-à-dire que si vous essayez de tricher, vous avez un délai de 1 semaine ou 2 semaines, voilà, ça dépend, pendant lequel vous êtes quand même, il y a quand même un risque que le père se revienne en ligne, voit que vous essayez de tricher, et là, il a un secret, il vous prend tout. Donc c'est comme ça qu'on évite la triche sur Lightning. Et donc voilà, tout ça pour dire, c'est pas idéal. Ce système de pénalité, il y a des propositions pour essayer de l'améliorer parce qu'en fait, il a un gros inconvénient, outre le fait qu'il est un peu lourd. L'inconvénient, c'est que vous pouvez avoir des nodes qui parfois vont broadcaster des états antérieurs du channel, mais sans aucune, comment dire, de façon non intentionnelle. C'est-à-dire vous avez parfois des nodes qui ont craché. Alors je pense que maintenant ça arrive moins, mais ça arrivait plus à une époque, il y a eu des progrès sur les backups. Mais à une époque, ça pouvait arriver que votre node ait un problème, vous le restaurez sur une autre machine, puis en fait, il vous manquait un état du canal, ou voilà, ou en tout cas votre node n'était pas à jour, ou il y avait une perte d'information, puis vous revenez sur le réseau, vous voulez force close un canal, et en fait, vous trichez, vous broadcastez un état antérieur sans faire exprès, et vous vous faites piquer votre argent par votre père, mais en fait, voilà, vous n'avez pas essayé de le voler, c'est juste que vous aviez eu un problème. Donc bon, ça arrive rarement, mais c'est arrivé. Donc ce système, il est pas idéal. Pour moi, il a un problème qui est plus grave que ça. C'est que là, on l'a vu en fait avec ces 2 dernières semaines, le pic qu'il y a eu sur les frais de transaction on-chain, c'est qu'en fait, ce système pour fonctionner, euh, il faut que du coup il faut avoir des fees qui sont provisionnés dans les transactions en fait intermédiaires pour que quand vous fermiez votre canal, vous puissiez valider rapidement dans un délai raisonnable votre transaction. Et le problème, c'est que dans une période de fees élevée comme on a maintenant, ça rendait certains canaux de trop petits montants, des canaux qui avaient trop peu de provisions, en fait, inutilisables pour des paiements parce qu'en fait, toute la capacité du canal était, presque toute la capacité du canal était bouffée par les provisions qui devaient être faites pour payer les fees du réseau Bitcoin au cas où on broadcast cette transaction intermédiaire. Et le problème, c'est un problème qui est extrêmement difficile à résoudre parce que quand vous faites ces transactions
intermédiaires, vous ne savez pas quand elles vont être diffusées, vous ne savez pas si elles vont être diffusées. Et il y a un énorme problème déjà que estimer les fees sur le réseau Bitcoin en temps normal, c'est pas évident. Enfin, voilà, c'est un problème qui est assez complexe. Mais estimer des fees raisonnables pour qu'une transaction soit validée, soit dans l'heure qui suit ou dans les 2 semaines qui viennent, voilà, c'est juste un problème qui est insoluble. Et du coup, les implémentations de Lightning ont tendance à jouer la sécurité, ce qui est compréhensible, pour éviter que des utilisateurs perdent des fonds et à provisionner beaucoup de fees au cas où. Et le problème, c'est que quand les fees explosent sur la blockchain de Bitcoin, vous pouvez voilà, vous retrouver avec des canaux qui deviennent inutilisables en fait. Et c'est assez contre-intuitif parce qu'on a l'impression que quand le canal est ouvert, il est indépendant, il ne peut pas être influencé par ce qui se passe sur la chaîne de Bitcoin, mais en fait si. Et on l'a vu, c'est quelque chose qu'on a constaté là ces 2 dernières semaines et qui était assez intéressant, qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion de voir avant. Ok, bon, c'est vraiment plus technique que la première partie avec Manuel, et c'était ce qu'on souhaitait, hein. Manuel est aussi technique quand il le souhaite, Sosten est un peu plus vulgarisateur quand il le souhaite aussi, mais c'est vrai que certaines parties, il faut s'accrocher un peu plus. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions en commentaire ou à faire vos propres recherches en fonction de ce que vous entendez. Autre problématique identifiée par Manuel, c'est la vie privée. Si une entité arrive à créer énormément de canaux, il y a de fortes probabilités qu'elle soit celle qui traite le plus de transactions et qu'elle est donc l'adresse IP de la majorité des gens qui utilisent le réseau. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Alors effectivement, si le souci c'est sur les adresses IP, utilisez Tor. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, pas utiliser Tor, pas que pour Lightning d'ailleurs. Mais c'est quand même très facile de configurer. Je trouve qu'il y a quand même eu des progrès, voilà, il y a un effort assez important. J'ai essayé voilà, les 3 implémentations de Lightning avec Tor. C'est très facile à configurer vraiment. Et si votre souci c'est votre adresse IP, voilà, avec ça il n'y a plus de problème. Donc ça c'est le premier point. Après effectivement il y a des soucis de confidentialité sur Lightning. Alors je pense que là l'argument c'est aussi, si j'ai bien compris, c'est aussi que Lightning est trop facile à Sibyl. Donc une Sibyl attaque, c'est-à-dire en gros si ça vous coûte rien de créer de multiples identités sur un réseau, vous pouvez créer autant d'identités que vous voulez. Alors c'est imaginez, pour prendre un exemple peut-être plus accessible, c'est par exemple si vous voulez créer l'illusion qu'il y a un soutien massif pour, mettons, un homme politique, par exemple, sur Twitter. Créer des comptes Twitter, ça coûte rien. Ça peut être automatisé avec des robots. Vous créez plein de comptes qui vont dire la même chose ou des variations à peu près autour du même thème. Et c'est une forme de Sibyl attaque. Bon, en général, en informatique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà. Et c'est juste pour qu'on comprenne. Je pense que Lightning n'est pas si évident à Sibyl parce que tout simplement, si vous voulez, alors si vous créez un node qui se contente de pas, en fait, qui n'ouvre pas de canaux avec d'autres et qui se contente d'écouter et de localiser effectivement les adresses IP, oui, alors là effectivement ça coûte rien. En revanche, si vous obtiendrez peut-être pas des informations très utiles comme ça, si vous voulez obtenir des informations plus utiles qui vont vous permettre de désanonymiser des gens sur le réseau Lightning, il va falloir ouvrir des canaux, il va falloir ouvrir beaucoup de canaux. Ouvrir des canaux, ça veut dire aussi immobiliser du capital. Donc ça veut dire que vos bitcoins qui sont, et d'ailleurs c'est un problème pas que pour la privacy, quand vous ouvrez des canaux bitcoin, c'est autant de bitcoins qui sont immobilisés dans les canaux, ils ne peuvent pas être ailleurs, ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc il y a quand même un coût d'opportunité qui peut être important. Mais bon, au moins ça limite un petit peu, j'espère, ça limite un petit peu la possibilité justement de créer plein de nodes avec plein de canaux dans tous les sens et qui vont pouvoir essayer de recouper des informations. Alors le risque là-dedans, ce serait quoi? Ce serait peut-être qu'on arrive à encercler, en fait, qu'un attaquant arrive à encercler un node. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un node et que, je dis n'importe quoi, vous avez 5 canaux qui sont vers l'extérieur et qu'en fait vos 5 canaux sont ouverts vers 5 nodes qui sont contrôlés par la même entité, de facto, de facto, vous n'avez qu'un pair et tout passe par un seul pair. Et ce pair, il peut essayer il a ce niveau de visibilité, ce niveau d'information du coup sur vos transactions
qui peut lui permettre de désanonymiser, enfin, voilà, de découvrir un certain nombre de choses sur vous. Alors, on dit souvent, là j'essaie d'élargir un petit peu sur le problème de la confidentialité parce que je trouve qu'on a peut-être eu une approche, comment dire, enfin pas une approche, mais un discours un peu trop optimiste sur la confidentialité de Lightning depuis le début. Donc, ce qu'on dit très souvent, c'est que Lightning, c'est un énorme plus en termes de privacy. C'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites des paiements sur Lightning, hors des cas, alors par exemple que je viens d'évoquer, mais qui est quand même assez difficile à réaliser, c'est-à-dire que vous êtes par exemple complètement encerclé sans vous en rendre compte par une seule entité qui contrôle tous les paiements qui rentrent et qui sortent. Vers vous, c'est bon, c'est possible, mais à mon avis, c'est pas le cas le plus fréquent quand même. Mais disons que pour un utilisateur normal, il n'y a pas de moyen de savoir si je vous paye en fait, si Alice fait passer son paiement par Bob, Bob il apprend pas grand-chose en fait. Il apprend pas quel est le destinataire en fait. Il ne sait même pas quand le paiement d'Alice passe par lui, il ne sait même pas si c'est un paiement qui part d'Alice ou c'est juste un paiement qui est relayé par Alice. Enfin, le réseau Lightning est construit, voilà, sans rentrer dans le détail, est construit de cette façon. Les paiements sont routés en fait avec ce qu'on appelle on revient à tort encore, ce qu'on appelle de l'onion routing. Donc, c'est ce qui permet que chaque nœud, quand il route, quand il transmet en fait un paiement qui ne lui est pas destiné, il sait d'où ça vient, il sait où il doit l'envoyer, mais il n'en sait pas plus. Il ne sait pas où il se trouve dans la chaîne, il ne sait pas si l'autre node auquel il envoie le paiement est le vrai destinataire ou s'il y en a d'autres derrière, combien il y en a derrière, il n'a aucun moyen de savoir tout ça. Donc il y a des propriétés qui sont assez puissantes en termes de confidentialité. Après, c'est quand même pas, c'est pas infaillible dans le sens où vous restez vulnérable à comment dire, au problème de privacy on-chain, c'est-à-dire que pour rentrer et sortir de Lightning, quand vous ouvrez votre canal, bah, vous avez une transaction on-chain. Quand vous sortez de votre canal, vous avez une autre transaction on-chain. C'est vrai qu'on sait pas, sait pas ce qui se passe entre les deux. Pendant que votre canal était ouvert, bah, on ne peut pas savoir combien de paiements vous avez fait, à qui vous avez envoyé. En tout cas, c'est plus difficile. Mais ça ne résout pas vraiment le problème. Enfin, si vous avez, à moins que vous ayez prévu de rester 100% sur Lightning et de plus jamais revenir on-chain, bah, quand vous ressortez, fondamentalement, vous retrouvez, en tout cas aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on trouve une solution, vous retrouvez un petit peu les mêmes problèmes de privacy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la confidentialité? Alors, paraît-il, j'ai lu ça, mais j'ai pas creusé plus que ça, mais il y a quand même un certain nombre de métadatas qui sont enregistrés sur un node Lightning qui pourraient être exploités si un attaquant mettait la main dessus. Ça pourrait être exploité pour désanonymiser vos transactions on-chain. Enfin, j'ai lu ça quelque part, ça me paraît plausible, mais j'ai pas creusé plus que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être vigilant et pas croire que par un coup de baguette magique, d'un seul coup, parce qu'on est sur Lightning, on a une privacy absolument parfaite. Parce que c'est le meilleur moyen justement que ce soit pas le cas. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors le point dont je vais te parler là, on l'a abordé en fin d'interview avec Manuel tout à l'heure, c'est payer avec le LN dans un café. On a eu l'occasion d'en discuter un petit peu du coup, mais est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça fonctionne pour que j'aille payer avec le Lightning Network, avec mon wallet relié au Lightning Network dans un café? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un canal? Est-ce qu'il faut que je passe par quelqu'un qui connaît la personne qui me vend le café? Comment ça fonctionne? Avec quelle implémentation? Ok, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que depuis le début je parle de 3 implémentations, elles sont complètement compatibles entre elles, donc ça il n'y a pas de souci. Si le barman il a un wallet, je dis n'importe quoi, il a un wallet éclair et que vous utilisez, alors bon sur téléphone ce sera probablement pas un node LND, mais vous utilisez une application sur votre téléphone qui parle avec votre node LND qui se trouve sur un serveur quelque part, parce qu'en général, c'est plutôt comme ça que ça va se passer. Il n'y a absolument aucun problème pour que les deux se parlent. En termes d'expérience utilisateur, alors c'est assez compliqué d'en parler parce qu'il y a le cas, alors je vais commencer par le cas idéal. Donc le cas idéal, c'est votre barman, il a un node qui fonctionne bien, qui est bien connecté, qui a beaucoup de liquidité entrante. Vous avez un node qui est raisonnablement connecté, on va dire, qui a de la liquidité sortante. Les fees ne sont pas trop élevés sur la blockchain de Bitcoin. Donc voilà, vous avez des canaux qui sont suffisamment grands pour permettre de payer un café. Là, qu'est-ce qui se passe? Le barman,
il vous tend, en fait, il va rentrer la somme qu'il veut recevoir en fait, sur son wallet, sur son téléphone. Ça va générer un QR code qu'on appelle un invoice. Vous, avec votre téléphone, vous allez scanner le QR code sur son écran. Là, dans le cas idéal, il va se passer environ 1 seconde ou 2 secondes, le paiement est passé, lui, il a reçu son argent, vous, vous avez votre café, tout le monde est content. Bon, ça, c'est quand tout se passe bien. Et c'est vrai, alors je dis c'est quand tout se passe bien, j'ai l'air de dire que c'est en théorie, ça n'arrive jamais. Ça, c'est possible. Enfin, je veux dire, moi, mon expérience, comme je disais au début, j'ai eu un node Lightning pendant quasiment 2 ans que j'ai utilisé pour recevoir des paiements, j'ai utilisé pour envoyer des paiements, j'ai utilisé avec des applications pour téléphone, sans application pour téléphone. J'ai quand même essayé plusieurs trucs. J'ai pas tout essayé loin de là, il y en a beaucoup, mais j'ai quand même essayé plusieurs choses. Et le fait est que ce que je viens de décrire, c'est pas de la science-fiction, c'est possible. Dire, ça arrive. Bon, ça arrive pas tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de conditions là dans tout ce que je viens de dire. Donc c'est par exemple votre barman. Alors en général, si c'est un commerçant et que voilà, il a Lightning, je pense il fera en sorte d'avoir de la liquidité entrante. Alors quand je parle de liquidité entrante, c'est-à-dire vos canaux, il y a une balance. euh, il y a un canal entre A et B, il y a peut-être 0,5 Bitcoin à A et 0,5 Bitcoin à B, puis ensuite A va faire un paiement, que ce soit à B ou à quelqu'un d'autre, peu importe, mais en tout cas il va payer, et du coup il y aura 0,4 Bitcoin pour A et 0,6 Bitcoin pour B. Donc vous avez un système où vous avez en fait la capacité totale du canal qui là en l'occurrence est de 1 Bitcoin, et vous avez la balance ensuite entre chaque utilisateur. Du coup, le problème quand on parle de liquidité entrante ou liquidité sortante, c'est que quand on utilise Lightning, on peut soit le faire pour envoyer des paiements, soit pour recevoir des paiements. Et quand on veut recevoir des paiements, on a besoin de liquidité entrante. Quand on veut faire des paiements, on a besoin de liquidité sortante. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quand vous êtes un marchand, un commerçant, ou voilà, vous êtes le barman, en fait, la liquidité sortante, c'est pas très important pour vous. Ce qui compte, c'est surtout que les gens puissent vous payer, en fait. Vous avez besoin de liquidité entrante. Par contre, quand vous êtes dans le rôle du client, si vous avez par exemple un seul canal qui est ouvert, où vous avez 0 BTC en votre faveur dans la balance et 1 BTC pour votre pair, bah, pour vous, c'est pas très utile. Vous pouvez recevoir des paiements, mais vous ne pouvez pas en envoyer. Donc, il y a un problème qui est un problème qui est bien connu des gens voilà, qui ont essayé Lightning depuis le début, comme moi, c'est root not found, qui est l'erreur qui fait un peu peur. Voilà, enfin, c'est même pas qu'elle fait peur, c'est qu'on en a marre au bout d'un moment de voir ça. Root not found, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lightning n'arrive pas à trouver un chemin à passer par des pairs qui ont suffisamment de liquidité. Alors, quand vous êtes dans le rôle du payeur, c'est suffisamment de liquidité sortante pour aller jusqu'à la personne que vous voulez payer. Et du coup, bah, c'est un problème. C'est difficile à maîtriser. Et ça veut dire que dans le pire des cas, c'est ce que je viens de dire, root and fund, vous ne pouvez pas payer votre café parce que vous n'avez pas de liquidité, suffisamment de liquidité sortante, ou le barman n'a pas suffisamment de liquidité entrante. Alors ça, c'est un cas de figure. Un autre cas de figure, c'est vous venez d'installer vous n'avez pas Lightning, puis vous voulez essayer. Alors, vous allez télécharger une application, donc un wallet Lightning. Là, vous en avez plusieurs. Le problème, c'est que effectivement, si vous prenez un wallet qui est non custodial, donc si vous prenez, je pense, alors ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais Éclair, du coup, vous avez vos clés privées, alors c'est très bien, mais le problème, c'est que ce wallet, il va falloir l'approvisionner, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des bitcoins, il faut les mettre dessus, puis ensuite, il faut ouvrir un canal avec le barman, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le payer. Donc, autant dire que, dans ce cas-là, autant faire une transaction on-chain directe, ça ira plus vite, et ça vous coûtera moins cher. Surtout si vous n'avez pas prévu de revenir boire votre café tous les jours dans ce bar. Après, la solution à ça, alors ce qui commence à se dessiner un peu, en particulier, donc je parlais d'Eclair il y a un instant, ils ont fait un autre wallet qui s'appelle Phoenix, que d'ailleurs il faudrait que j'essaye un jour, mais qui est assez intéressant de ce point de vue-là, parce que la promesse, c'est que bah, vous n'avez pas de canaux, mais c'est pas grave, on va vous fournir la liquidité. En échange, évidemment, c'est un service donc, qui est facturé, c'est-à-dire que vous payez un petit fees
en plus de votre transaction, mais vous n'avez pas besoin de vous soucier de tout ce que je viens de dire, d'ouvrir un canal et d'avoir des bitcoins. Et voilà, on vous fournit la liquidité pour que vous puissiez payer le barman tout de suite. Alors ça, c'est très bien. Je pense qu'effectivement, c'est très utile. Après, faut faire attention parce que ça veut dire que aussi, c'est pas. Enfin, il faudrait que je regarde comment Phoenix fonctionne parce que Phoenix, je me demande s'ils n'ont pas. Alors, voilà, là, je m'aventure sur un terrain, j'aurais dû regarder avant l'émission parce que ça se trouve, je vais dire des grosses bêtises et Hassan ne va pas être content. Mais Phoenix, c'est possible qu'en fait, ils avancent. Vous ouvrez un canal avec eux et eux, comme ils ont la liquidité, ils vont payer le barman tout de suite. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et par contre, vous avez un canal que vous ouvrez avec eux qui s'ouvrira, voilà, qui sera ouvert quand il sera ouvert, mais vous n'avez pas besoin d'attendre et vous pouvez payer tout de suite. C'est possible qu'il fonctionne comme ça, là j'ai un doute. Vous avez aussi des systèmes qui sont 100%, ce que je disais au début, 100% custodiaux. Bon, là, c'est l'expérience utilisateur, entre guillemets, la plus simple, parce que vous avez que, vous ouvrez votre compte et puis de toute façon, vous n'avez pas du tout de no Lightning, ou voilà, c'est juste, vous avez en fait un IOU auprès du fournisseur de service, et puis c'est lui qui va faire le paiement à votre place. Bon, c'est pas recommandé, ça peut être utile dans certaines circonstances, mais je pense que si on fait, voilà, si on utilise Bitcoin et qu'on utilise Lightning, c'est pas pour recommencer à faire PayPal, donc c'est quand même pas la solution privilégiée. Quand j'entends tous ces termes techniques, moi-même, il y a des choses que je ne comprends pas. Est-ce que tu penses pas, alors que c'est déjà complexe d'expliquer le Bitcoin, que les gens ils en ont déjà un peu peur ou qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement, ça ne serait pas desservir le Bitcoin que d'utiliser le Lightning Network qui rajoute des choses un peu farfelues pour le grand public en plus à saisir? Alors justement, c'est tout l'enjeu, et je pense que c'est une question intéressante, mais qui se pose aussi bien pour Bitcoin que pour Lightning. C'est que je pense qu'il ne faut pas confondre complexité technique et complexité fonctionnelle. Quand vous avez une application Lightning, le cas que je décrivais tout à l'heure, ou le cas entre guillemets idéal de Lightning où tout marche bien, on a des wallets qui marchent bien, qui sont bien connectés, etc., c'est simplissime. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que d'utiliser PayPal, c'est plus simple que d'utiliser votre carte bancaire. Enfin, je veux dire, là, il n'y a aucun problème. La complexité technique, c'est une chose, mais c'est une chose que normalement l'utilisateur ne verra pas. Là, on en parle parce que, d'une part, on est très tôt, parce que d'autre part, ça m'intéresse, parce que voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de tout ça. Mais pour l'utilisateur, quand la technologie sera mature, évidemment, ce seront des choses qui seront enfouies sous plusieurs couches d'abstraction et de logiciels que l'utilisateur ne verra pas. Ceci étant dit, je pense que la question, en fait, c'est le débat entre combien on doit sacrifier du X pour favoriser l'adoption. Enfin, est-ce qu'il faut je reformule parce que là, c'était un petit peu mal parti. Est-ce qu'il faut favoriser plutôt l'expérience utilisateur pour augmenter l'adoption, ou au détriment de la confidentialité, au détriment du caractère décentralisé, trustless, etc. Ou au contraire, est-ce qu'il faut favoriser, alors je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est l'empowerment de l'utilisateur, quitte à sacrifier du X, à complexifier un peu les choses et à devoir faire beaucoup plus d'éducation. Je pense que c'est un débat. Alors c'est un débat qui se pose particulièrement de façon particulièrement comment dire, aiguë pour Lightning plus que pour Bitcoin, parce que c'est au cœur du cas d'usage de Lightning plus que Bitcoin. Ce qu'on disait au début, le premier point que tu avais soulevé, c'est que effectivement Bitcoin est de facto aujourd'hui plutôt utilisé comme une réserve de valeur que comme un médium d'échange. Disons qu'il est plus utilisé comme une monnaie, un investissement qu'on conserve, que comme un moyen de paiement pour de la consommation. Du coup, il y a le même problème, mais il est moins, comment dire, il est moins critique. La réponse entre guillemets est plus évidente, je pense, pour Bitcoin, c'est que il faut l'UX, c'est super important, mais il faut toujours travailler en ayant à l'esprit, voilà, la conservation. Il faut que l'utilisateur soit en charge de ses clés privées. Il faut favoriser la confidentialité de l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur ait le contrôle, parce que je pense que voilà, on est tous d'accord à peu près sur le but, c'est l'intérêt de Bitcoin. Dans le cas de Lightning, la question est un petit peu plus compliquée à trancher, parce que le cas d'usage qui est proposé, c'est la consommation, justement, le paiement, voire le micro-paiement. Du coup, il y a une tension qui est plus forte sur ce point. Et pour l'instant, oui, il n'y a pas de réponse magique. Il y a effectivement des tentatives. Alors, comme je le disais, je l'ai évoqué à plusieurs endroits. Voilà, il y a des tentatives pour plutôt
aller dans la direction de favoriser l'UX, quitte à aller vers des solutions custodiales ou à enlever le contrôle de l'utilisateur. J'y suis pas favorable, mais de par le cas d'usage de Lightning, malheureusement, c'est quelque chose d'assez naturel. Il y a d'autre part les power users qui du coup installent leurs nœuds. Ça c'est une population, c'est un peu la même population pour Bitcoin. Donc je pense que effectivement il y a une tension aujourd'hui là-dessus. On n'a pas trouvé de bonne réponse. Je pense que ça va venir aussi. Petit à petit, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont en cours. Là, j'ai vu il y a 2-3 jours. Alors c'est juste pour donner un exemple, mais de choses qui vont simplifier la vie justement et qui à terme vont être invisibles pour l'utilisateur, mais vont permettre de fluidifier son expérience sans trop impacter sans trop lui enlever de contrôle, je pense. Il y a LND, Lightning Lab, qui est le développeur de LND, qui vient d'annoncer la sortie de ce qu'ils ont appelé Lightning Pool. Et Lightning Pool, c'est alors très très gros, parce qu'on n'a plus le temps. Et puis, j'ai pas eu le temps de creuser le sujet tant que ça non plus. L'idée, c'est que c'est de créer une place de marché où il y a des gens qui ont de la liquidité et des gens qui recherchent de la liquidité et qu'ils vont pouvoir s'échanger de la liquidité sur Lightning Network. C'est-à-dire, en gros, vous êtes un nouvel utilisateur, vous ouvrez votre nœud, vous avez, par définition, vous n'avez pas encore de canaux ouverts nulle part, vous avez 0 liquidité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, plutôt que peut-être de passer, d'ouvrir des canaux, de réfléchir alors avec qui il faut que j'ouvre un canal, quel est le nœud le mieux connecté, tout ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Vous allez directement louer un canal ou plusieurs canaux qui sont bien connectés, qui ont une bonne liquidité directement à leur propriétaire. Du coup, c'est assez intéressant. Je pense que si ça se développe et que ça marche bien, ça peut être un vrai game changer parce que ça va aplanir énormément de difficultés qu'on a aujourd'hui, y compris en termes d'expérience utilisateur. Et ça pourrait beaucoup adoucir la pente quand on rentre dans Lightning et pas avoir à se demander avec qui il faut jouer un canal, de combien il faut jouer un canal. Vous louez un canal, vous avez de la liquidité, vous payez un petit fees pour ça. Il y a des gens qui du coup vont se spécialiser, ça va créer un marché. Il y a d'autres qui vont se spécialiser dans la fourniture de liquidité, donc ils vont ouvrir plein de canaux bien connectés, et puis il va y avoir une spécialisation un petit peu. C'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, avant même qu'il y ait Lightning Pool, c'était un petit peu ce qu'on observait. Et ce genre de développement, je pense, à terme, alors ça prend un peu de temps, mais à terme, peuvent vraiment changer les choses. Ouais, et on le sait, c'est vrai, dans toutes les nouvelles technologies, et particulièrement dans la blockchain, parce que c'est un domaine qui est complexe à apprivoiser, l'UX, l'expérience, l'interface utilisateur est vraiment important à travailler. Merci beaucoup Sosten d'avoir apporté ce regard plus technique en appui des arguments de Manuel sur ce sujet du Lightning Network. J'espère que ce premier épisode du format Regard croisé vous a plu. N'hésitez pas à nous proposer d'autres sujets compatibles avec ce format sur les réseaux sociaux de Cryptost, comme Twitter ou Telegram. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.